Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast dédié aux enjeux et impacts de la création variétale au sein de l'univers de la semence. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Gatte, ancien directeur scientifique chez Arvalis, et François Arnoux, agriculteur en céréales conventionnelles dans le sud Vendée. Ils nous feront part de leur point de vue sur le changement climatique et son impact sur la production de céréales à paille et protéagineux et comment y répondre grâce à la création variétale. Pour commencer, Monsieur Arnoux, pouvez-vous nous expliquer comment se manifeste le changement climatique sur votre exploitation ? Alors, ce que l'on perçoit depuis quelques années, c'est qu'on a quand même de plus en plus de phénomènes assez marqués, plutôt même des phénomènes assez extrêmes. On a donc l'impression d'avoir des saisons qui sont moins marquées. Ça passe un peu du tout ou rien, si bien en manque d'eau qu'en excès d'eau, par exemple, ou en température plus fraîche et en excès de température. On a aussi un cycle là qui montre que depuis plusieurs années, on a des hivers plutôt doux. Et on a donc on manque de froid l'hiver. Bonjour Monsieur Gatte, pourriez-vous nous expliquer quel impact ce changement climatique a-t-il concrètement sur les plantes ? On a pu relier effectivement que la variation de rendement d'une année à l'autre était due justement à cette variabilité de conditions. Je prendrai quelques exemples. En 2016, on a eu des rendements qui ont été très largement diminués. Et à l'origine, ce sont de très faibles rayonnements qui ont perduré pendant une quinzaine de jours, voire 3 semaines, à des stades très critiques, donc, et accompagnés par des excès d'eau. Donc souvent, durant cette période, on parle de déficit géométrique, parce qu'on est proche de la floraison, donc on est à des moments où finalement les pluies sont déficitaires par rapport à ce qui est évapotranspiré par le sol et par la plante. Et là, par contre, on a eu un excédent, donc de très fortes pluies, et ça a occasionné des pertes de rendement très importantes. Concernant les maladies, comment la situation a-t-elle évolué ? Sur l'aspect des maladies, le calendrier peut être parfois décalé dans la mesure où effectivement ces périodes sèches durant la montaison, là où peut apparaître les maladies qu'il faut absolument contrôler pour la suite du développement de la plante, sont un petit peu différentes dans le temps parce que durant ces sécheresses, en fin de compte, il n'y a pas de développement de maladies tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a les premiers traitements qui sont soit pas nécessaires, donc on ne les fait pas, soit sont un petit peu décalés, ce qui nous permet aussi de réduire quelques doses. Et ce dérèglement climatique aussi, il bouleverse quelque part le développement des maladies. C'est-à-dire que par le passé, on pouvait dire qu'une maladie, en particulier, était inféodée à une aire géographique particulière. La rouille jaune, c'est plutôt dans les bordures maritimes, la rouille brune, c'est plutôt dans le sud, etc. Et aujourd'hui, tout ça s'est chamboulé, parce que le climat est déréglé. Donc un exemple emblématique que je pourrais citer, c'est en 2014, donc une maladie très connue par un très grand nombre de céréaliculteurs, je pense notamment à la rouille jaune, s'est développée partout en France et en particulier dans le sud-ouest. Et des agriculteurs céréaliers dans le Gers en particulier, qui cultivaient du blé depuis 25 ans, n'avaient jamais vu cette maladie. Voilà, donc ça, c'est un effet manifeste du dérèglement climatique. Et puis à côté de ça, ce qu'on peut dire, c'est que ces maladies, elles s'adaptent aussi à l'évolution climatique. Monsieur Gatte, avez-vous observé une évolution de la pression des ravageurs due au changement climatique ? Un certain nombre de bioagresseurs, et en particulier de ravageurs, si bien qu'ils se développent plus rapidement, il y a plus de cycles au cours des saisons, ils restent plus longtemps au sein d'une parcelle, parce qu'il fait davantage plus chaud, et puis aussi, ils ont la possibilité de se déployer dans des zones géographiques qui n'existaient pas auparavant. Donc typiquement, les pucerons s'installent plus tôt et puis s'installent plus durablement. Monsieur Arnoux, quel intérêt voyez-vous à la création variétale pour lutter contre le changement climatique ? Moi, j'attends beaucoup de la génétique par rapport à nos problématiques de climat, qui sont également liées à la diminution fortement souhaitée de la diminution des pesticides, donc herbicides, fongicides, insecticides. Donc on a vraiment moins donc, de cordes à notre arc si on utilise moins de pesticides. Il y a les leviers agronomiques.
Ça, on essaye de le faire. Et puis le troisième levier, que je mettrais même en numéro 1 aujourd'hui, c'est d'avoir des variétés qui nous amènent des parades à ces différents problèmes. Donc je parle des attaques des ravageurs, des insectes. Je parle du décalage un petit peu des cycles. Et puis des tolérances également, ou en tout cas des tolérances qui pourraient être envisagées au niveau des adventices. Il nous faut des variétés qui ont des finitions rapides, parce qu'on est dans des zones intermédiaires qui peuvent quand même avoir des finitions très sévères en termes de coups de chaud ou de stress hydrique. Donc il nous faut de la précocité derrière, des variétés précoces. Et là, on voit depuis 5 ans, 10 ans, une offre variétale qui est là, qui nous propose des variétés précoces, tout aussi productives, voire même plus productives que des variétés qui étaient plus tardives. Donc ça répond exactement aux besoins que nous avons. La génétique constitue donc une solution contre le changement climatique. Je pense que le levier majeur, et finalement, pour stabiliser les rendements, pour retrouver des degrés de liberté, c'est effectivement le levier génétique. Un exemple, c'est que si on avait cultivé la même variété depuis 1995, eh bien les rendements diminueraient en France, et y compris dans le cas du blé. On a un rendement qui diminue de 0,4 quintal par hectare et par an, alors que là, il stagne. Donc ça signifie que grâce au progrès génétique, on a réussi à neutraliser finalement les effets défavorables du changement climatique. Et ça, c'est vrai aussi quand on est en condition de stress. Quand on ne met pas d'eau, quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand on met moins d'azote, on a aussi ce progrès en pente parallèle. Donc ça veut dire que la sélection a embarqué finalement une certaine rusticité, ou en tout cas une certaine résilience, donc des plantes à s'adapter aux contraintes climatiques d'aujourd'hui. Ces variétés qui ont un potentiel plus élevé sont également plus rustiques et plus tolérantes vis-à-vis des maladies. Il y a une contrainte aussi qui s'exerce de plus en plus en France, c'est le fait que l'azote que l'on met à disposition de la plante est plus ou moins valorisé. Donc ça veut dire qu'il faut aussi améliorer ce trait, donc d'avoir des variétés qui sont plus tolérantes au manque d'azote, pourquoi pas plus sobres. Donc soit elles sont plus efficientes, mais elles peuvent aussi être plus sobres. Quels progrès génétiques ont déjà eu lieu pour s'adapter au changement climatique ? Donc ce levier génétique qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà complètement à l'œuvre dans les parcelles des agriculteurs. Alors s'agissant de la contrainte hydrique, dans le cas des serres à la paille, il y a des projets de recherche importants qui ont été financés par la France. On a amélioré la tolérance à la sécheresse du blé tendre. De mémoire, c'est plus 5 quintaux par hectare, donc c'est très significatif pour un agriculteur. Et puis également, ça met en jeu des quantités d'eau qu'on peut économiser. Donc sur un blé, quand on dit plus 5 quintaux par hectare, c'est environ 35 mm d'économiser. Quels autres leviers, hors de la génétique, est-il possible de mettre en place ? Alors si on met de côté l'irrigation, si on prend un petit peu les leviers à notre disposition, il y a ce qu'on appelle le mulch. Donc on met des résidus avant le semis pour pas qu'il y ait une évaporation trop forte au niveau du sol. Ça, on sait que ça peut procurer plus 30 mm. À côté de ça, il y a d'autres leviers, mais qui sont à des niveaux d'échelle très différents. Il y a ce qu'on appelle la création de ressources, et également le recyclage de l'eau. Aujourd'hui, la France recycle, d'après les statistiques, c'est entre 0,2 et 0,6%. Si la France passait de 0,2 à 20%, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, la France gagnerait 200 mm sur 500 000 hectares. Donc on voit qu'en comparaison avec les leviers agronomiques ou génétiques, on n'est pas du tout dans un même ordre de grandeur. Finalement, le changement climatique a-t-il seulement des effets négatifs ? Je pense qu'il faut aussi, dans un premier temps, considérer que ces changements climatiques peuvent présenter des opportunités. La première, c'est cette offre thermique supplémentaire, donc il fait plus chaud, donc on gagne en degrés jour, et également la réduction très forte, pour ne pas dire la disparition du risque de gel, offre des possibilités indéniables pour les producteurs. Tout d'abord, concernant justement les serres à la paille, c'est la possibilité de semer plus tard à l'automne. Et ça apporte aussi des effets agroécologiques, entre guillemets, dans le sens où ça réduit la pression des adventices, parce qu'on sème plus tard. Ça réduit aussi la présence des pucerons, parce qu'il fait moins chaud et ça pousse aussi vite. Et ça réduit aussi la présence de certaines maladies. Alors c'est un peu, c'est pas très vertueux d'en parler, mais c'est cette augmentation du CO2.
C'est-à-dire que le CO2 augmente dans l'atmosphère. En 1976, quand on a eu cette sécheresse, la teneur en CO2 était de l'ordre de 320-330 ppm. Aujourd'hui, on est plutôt à 420, voire 430 ppm. Donc ça fait une augmentation de plus de 20%. Et je suis persuadé que cette augmentation permet certaines années, en particulier les années où le CO2 peut rentrer dans les cellules, donc c'est des années où il ne fait pas trop sec et pas trop chaud, contribuent à l'augmentation des rendements. Merci à vous deux pour votre regard d'expert sur ce sujet. Nous espérons que nous avons pu aider à mieux comprendre l'intérêt majeur que représente la création variétale pour lutter contre le changement climatique. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux SEMAE.